Bonjour à tous, vous m'entendez? Good morning everybody. Welcome, bienvenue. Ravi de vous voir ici pour cette conférence qui est organisée par la Fondation Art Explora. Nous avons à cœur d'engager les artistes dans nos actions. Et c'est deux sujets-là que nous allons parler ensemble aujourd'hui avec les trois personnalités qui sont assises à côté de moi. Je m'appelle Émilie, je suis directrice des publics pour la Fondation Art Explora, que je vais vous présenter en quelques mots avant de commencer. La Fondation Art Explora existe depuis 2019. C'est une fondation qui place les publics au cœur de toutes ses actions pour engager les publics, aller vers les publics, les engager à participer. C'est aussi une fondation qui soutient la création et qui rassemble autour d'elle une communauté d'acteurs culturels, d'acteurs sociaux, d'associations, d'organisations culturelles et sociales pour réfléchir ensemble à la manière dont on peut rendre l'art et la culture encore plus accessibles que ce qu'elle ne l'est aujourd'hui. Peut-être quelques petits exemples d'actions qu'on met en place. Vous avez peut-être entendu parler de dispositifs mobiles qui sont mis en place par la Fondation. Nous avons le MUMO notamment, dont nous sommes partenaires depuis longtemps, qui est un musée mobile, notamment organisé, créé en partenariat avec le Centre Pompidou. Nous avons aussi lancé un bateau-musée, c'est le premier bateau-musée au monde qui a eu sa première escale à Malte il y a quelques semaines, premier festival Art Explora, bateau-musée qui va se déplacer dans toute la Méditerranée pendant les 3 prochaines années et qui proposera une programmation pluridisciplinaire et de nombreux ateliers pour les publics, pour faire participer les publics. Mais je vais très rapidement passer la parole à nos intervenants du jour. Merci beaucoup d'être avec moi et avec nous aujourd'hui. Alors, je vais les présenter très rapidement, mais je vais leur donner la parole pour qu'ils présentent leur structure et leur action. Nous allons commencer par Isabelle. Isabelle Collard nous vient de Bruxelles. Elle est responsable des publics et de la médiation culturelle du Théâtre national de Wallonie-Bruxelles. Et j'aimerais beaucoup qu'elle se présente, mais aussi qu'elle nous parle de l'action que le théâtre a montée avec l'artiste Mohamed El Khatib, qui est un projet très innovant, qui a reçu un prix pour cela, le prix du public Art Explora Académie des Beaux-Arts, l'année dernière en décembre, parce que le théâtre a développé avec l'artiste un centre d'art en maison de repos. À toi Isabelle, et vous allez voir défiler des slides qui illustrent ces propos. Bonjour à tous. Donc moi effectivement je travaille au Théâtre national en tant que responsable de relations avec les publics et de la médiation culturelle. Et nous portons en tant que théâtre, et c'est aussi déjà quelque chose de particulier, qui correspond aussi au projet artistique du Théâtre national, c'est cette envie en fait de sortir des murs. Et donc c'est ainsi que nous sommes entrés que nous portons le projet de Mohamed El Khatib, qui est artiste associé, de création d'un centre d'art en maison de repos. L'objectif de ce projet est donc de s'installer avec des artistes en résidence. Enfin, quand je dis s'installer avec des artistes en résidence, le Théâtre national s'installe pendant 2 ans dans la maison de repos et accueille des artistes en résidence. En l'occurrence, il y aura une 12aine d'artistes d'ici l'inauguration prévue en mai 2025, qui vont s'installer pour des périodes plus ou moins longues, qui sont chaque fois en fait dépendantes de la manière dont l'artiste travaille. Donc, ils peuvent venir soit passer 3 semaines d'affilée dans la maison de repos ou venir de façon plus ponctuelle pour travailler à la fois avec les résidents et les résidentes de cette maison, mais également le personnel. Et ça, c'est très important. Le personnel soignant, le personnel paramédical, le personnel d'entretien, le personnel hôtelier. Donc, il s'agit effectivement d'impliquer tous les habitants, on peut les appeler comme ça, tous les habitants de cette maison de repos dans un projet de création. L'objectif de Mohamed, c'est de mettre en évidence l'art qui s'y trouve déjà. C'est comme ça qu'il en parle. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas à un moment donné d'apporter la bonne parole artistique dans cette maison de repos, mais au contraire de mettre en évidence quelque chose qui se trouve déjà dans cette maison de repos. Alors, on peut faire un parallèle avec le théâtre. Il est évident que la vie dans cette maison de repos, c'est effectivement une vie qui est rarement vue. C'est un peu comme une vie dans les coulisses d'un théâtre et que nous allons nous mettre en lumière. Alors, il s'agit pour les artistes
artistes, le travail concret, en fait, c'est de venir. Donc l'idée, c'est qu'ils entrent dans la maison de repos sans idée préconçue. C'est-à-dire, ils ont bien une idée de l'œuvre qu'ils ont envie, ils connaissent leur discipline, mais le but, c'est de créer avec les habitants de la maison de repos. Alors, quand je dis avec, ça ne veut pas dire que chaque œuvre d'art, un résident ou un membre du personnel sera intervenu dessus. Ça peut être une œuvre qui est uniquement créée par l'artiste, mais elle est forcément inspirée par l'univers de cette maison de repos. Et puis, il y a d'autres œuvres où les résidents et les habitants, tous les habitants peuvent intervenir, et d'autres œuvres encore qui sont uniquement le fruit de ces habitants de la maison de repos. Donc, je crois que vous avez vu, là, vous voyez Mohamed El-Khatib, qui est en train d'expliquer le projet, mais voilà, vous pouvez lire en français. Sinon, vous verrez quelques œuvres. Les premières résidences, en fait, ont eu lieu au mois de décembre, et donc les premières œuvres sont maintenant visibles, et nous avons une première ouverture au tout public qui vont venir voir effectivement ce travail en cours le 20 avril prochain. Merci beaucoup Isabelle. Donc on va évidemment y revenir dans un instant lors de notre discussion. Ça va être vraiment intéressant de comprendre avec Isabelle ce que ça a pu changer dans vos modalités de travail et pour l'institution qui est ce théâtre de Bruxelles. Je vais passer la parole à Tim. Tim is artist and curator. Voilà, merci beaucoup d'être avec nous, Tim. Vous avez un positionnement particulier puisque vous êtes artiste et commissaire d'exposition, et surtout vous avez lancé ce grand programme Hospital Rooms pour lequel vous avez également reçu un prix Arexplora. C'est aussi la raison pour laquelle on souhaitait vous inviter ici. Est-ce que tu pourrais nous présenter ce programme et nous expliquer comment vous avez lancé le programme, comment il est né et pourquoi est-ce qu'en tant qu'artiste il te semblait important d'inventer cette nouvelle manière d'interagir avec les publics dans les hôpitaux? Yes, thank you very much, and thank you for having me. I'm Tim, and I'm an artist, and I graduated from art school in London about, is this working? I see some people pulling ears out. Okay, good. About 18 years ago, and I've been a practicing artist ever since. And then 10 years ago, my best friend, who I studied with, tried to take her own life, and ended up being in an inpatient mental health unit. And visiting her was, a very difficult experience. It was a very cold, clinical, and inhumane place to be. And since that time, my partner, Neve, who's a curator, and myself have been to probably 100 different inpatient mental health wards around the UK, and seen that this is systemic and it's something that is a real problem throughout the whole country, and we found throughout the world. And we decided we wanted to do a project where we used some of our contacts and expertise we'd built up over the years to try and transform one inpatient mental health unit with art, working with some incredible artists. And we were hit with a lot of no's. And it took us about 18 months before anyone would let us in. And then we did a project. We raised all the money for it. We installed 11 artworks. So co-produced, we went to a really intense program of workshops, working with service users and artists before we completely transformed this small 18-bed unit for people with a diagnosis of schizophrenia. The average stay was 2 years. Someone had been there 40 years in that same ward. And it got a lot of attention, and we decided to make it a charity. And since then, we've completed 25 projects and about 170 ambitious installations and about 800 in-person workshops. In 2020, in March 2020, we weren't able to get back into the wards. We weren't allowed on. They were completely closed off. So we decided to start a digital program, which was very basic to start with. It was Neve and I in our living room making these videos that people could take part in. There was safe, there were simple art workshops for people in mental health units. And then we quickly raised some money and we made them much more professional. And we started a whole program called the Hospital Rooms Digital Art School. And we used to do live workshops every Thursday at 2 p.m. So we'd have a setup for, some brilliant artists who would have a 2-camera setup in their studio. It would happen live. We'd host it on Zoom for hundreds of mental health patients. And you could ask questions through our chat function. You could upload to an online gallery. And then we also filmed these kind of professional on-demand
videos as well that people could access if they couldn't take part at that time, which is often the case. We've got a research team at Hospital Rooms, and we found out that actually the on-demand sessions were led a lot more and were probably more successful. We also found really early on that there was a real barrier to taking part because the mental health units could often not get art materials in. They didn't know which ones were safe. Sometimes it's so bureaucratic to buy some art materials off Amazon is really difficult. So we started saying the first 50 units that get in touch with us when we put it out on social media will get a free big box of art materials, and they'd always go in a minute. So we're now relaunching the programme with thanks from Arts Council England and Pinterest and some others, and a big thanks to Art Explorer for this award. And it's launching next month, and as part of that we're also going to make a big, very beautiful art materials box for all 600 inpatient mental health units in the country that we're going to send out for a year's worth of programme. Merci beaucoup. Donc peut-être une précision sur le prix Art Explorer Académie des Beaux-Arts. C'est un prix donc qui récompense l'innovation d'organisation culturelle dans le fait de faire participer, d'engager les publics. C'est un prix qui est doté et pour lequel toutes les organisations culturelles européennes peuvent candidater. Donc n'hésitez pas si vous souhaitez candidater. Et voilà, vous avez devant vous nos deux projets, un peu nos deux projets chouchous. En tout cas, comme vous allez le voir, qui sont très très riches et qui en plus, ils ont été choisis par le jury qui a récompensé ces deux organisations aussi pour la capacité de ces projets à être répliqués. Ça, c'est aussi très important. Voilà. Je vais passer maintenant la parole à Natsuko, qui est artiste, qui est également engagée aux côtés de la Fondation Art Explorer. Elle a été sélectionnée comme artiste en résidence dans la résidence d'Art Explorer qui est à Norvin, à Montmartre. Et dans le cadre de cette résidence, elle a conduit des ateliers autour de sa pratique artistique avec des publics associatifs. Elle a aussi conduit des ateliers à Meudon. Et voilà, et j'aimerais, Natsuko, que tu nous présentes ton travail. Tu es aussi enseignante à l'université, à l'école d'art et de design de la ville du Mans. Et j'aimerais que tu nous expliques en quoi est-ce que le fait d'organiser ces ateliers vient aussi nourrir ton travail en tant qu'artiste. Alors bonjour, je m'appelle Natsuko, donc je suis artiste. J'ai une pratique transversale, mais effectivement spécialisée dans la céramique. Et j'ai débuté, le travail de la terre. J'ai étudié l'art, et puis après en fait j'ai travaillé dans une ferme en permaculture, et par ce biais-là j'ai poursuivi mon travail de la terre en découvrant la céramique. Et donc j'ai une pratique vraiment d'atelier qui est visible en fait sous forme d'installation, d'objets, de sculptures, parfois des formes utiles, fonctionnelles, et parfois des formes abstraites, quoi. Je pense que c'est en fait les enjeux qui irriguent ma pratique, et aussi par le biais de mon travail pédagogique, j'ai été amenée en fait à mener des ateliers. Et en fait, peut-être que c'est des questions en fait de paysage, même d'économie de subsistance, la cuisine, enfin tous ces thèmes qui ont pu irriguer ma pratique personnelle sont possibles en termes de partage. Et donc les ateliers que j'ai pu mener en fait avec Art Explorer, on s'est vraiment aussi appuyé avec le travail de terrain d'association, hein. Et moi je suis invité en fait à coordonner et présenter ma pratique et partager mes sources d'inspiration ou les manières d'activer. Mais en fait c'est pas là on fait un atelier par exemple. Donc c'était pendant le Covid, hein, c'est pour ça qu'on est masqué comme ça, mais c'était pendant les portes ouvertes de la résidence d'Art Explorer. Et ma recherche était sur la culture vivrière, et donc on a proposé avec mon ami Marossia Rebec et Margot Nguyen, qu'on voit en photo, un atelier de conserve alimentaire. Et
mais c'est en fait on fait des conserves et les participantes repartent avec leurs bocaux et donc c'est une réflexion collective sur la subsistance, sur la conservation qui est un terme que l'on partage entre la culture et enfin même le terme culture en fait c'est des termes qu'on partage entre les arts et la cuisine et la subsistance et donc ça c'est pour souligner ça mais par contre, en aucun cas, le, la conserve ou le pickles est une œuvre, quoi. C'est une œuvre collective, mais je, mon travail, je fais aussi des objets en céramique ou quoi. Donc, disons que, dans le cursus, dans la continuité en fait de l'art relationnel, on va dire. Là, on est un 2.0, quoi, où finalement, oui, on a compris que c'était possible en fait de créer des événements, des moments en fait de rassemblement où le lien social, ce qu'on partage, fait œuvre. Mais voilà, ma pratique. Donc, bon, bref, on va passer à la suite, partager l'exposition en valise. Donc ça, c'était dans le contexte de l'exposition sur la céramique qui a été curatée par Anne Dressen au musée d'art moderne de la ville de Paris. Et effectivement, c'était aussi un travail qui a été effectué autour des années Covid. Donc la première intuition, en tout cas l'ambition qu'on avait au début, c'était aussi d'avoir des pièces tactiles au sein de l'exposition parce que le médium céramique est tellement lié en fait au sens haptique et au toucher donc et bon, ça n'a pas été possible de réaliser des pièces au sein de l'exposition qu'on pouvait manipuler parce que, à la fois pour des questions de sécurité, c'était déjà un peu challenging, mais là, avec le Covid, c'était carrément pas possible. Mais par contre, on a pensé à ce format, donc, de l'exposition mobile et aussi miniature pour en fait des contraintes tout à fait techniques et pratiques. Mais par contre, ce qui est intéressant aussi avec ce format, c'est que c'est une forme de facsimilé, mais qui va se perpétuer au-delà du temps de l'exposition. Donc l'exposition, elle a dû durer 6 mois au sein du musée. Et en fait, cette mallette constitue en fait un outil pédagogique qui est c'est un outil pour le service de médiation du musée d'art moderne et c'est à ces agents de médiation d'activer en fait cette mallette hors les murs évidemment en tout cas c'était l'idée et donc la mallette on la voit elle est constituée en fait de différents types d'objets qui vont en fait permettre de voir de manière visuelle et tactile, en tout cas sensorielle, les différents types de terre, les différents types de cuisson, les différents types d'émaux. Après, il y avait un truc pour faire des empreintes. Je vais aller un peu plus vite. Et puis, il y a surtout un set de cartes qui s'emboîte, d'ailleurs, qui reprend le graphisme des cartes de IMSS. Et en fait, c'est l'artiste Clovis Maillet, avec qui on s'est associé pour la conception de cette mallette, qui a écrit tous les cartels. Donc en fait, c'est des cartes double face avec une photo d'un côté, la photo, l'image des œuvres qui est exposée au sein de l'exposition, et de l'autre côté, en fait, c'est des cartels qui racontent l'histoire de l'objet du point de vue de l'objet. Donc c'est l'objet qui parle. Et en fait, finalement, ça c'est hyper intéressant par rapport aux enjeux d'aujourd'hui. C'est-à-dire que, à partir d'une ambition en fait d'écarter les murs du musée, de pouvoir de faire des projets hors les murs, mais aussi de décentraliser en fait là où se passe l'art, où l'art où est l'emplacement où est visible ou accessible l'art, d'arriver à essayer de le déployer ou de le déplacer ou de le décentrer, en fait, se pose la question de la pratique située et de la place
de l'élocution, c'est-à-dire qui parle pour quel public. Et donc sur ce format de carte, effectivement, c'est l'objet qui traverse l'histoire et qui raconte comment elle a voyagé jusque-là, quoi. Et voilà. Merci. Alors, on voit bien dans ce que vous présentez tous les trois à quel point il a fallu que vous soyez, on va dire, volontariste, presque militant pour pousser les murs et pour inventer quelque chose de nouveau, de différent. Donc, ça bouscule un peu et c'est ce que vous proposez finalement. Et ce que vous proposez, ça permet de faire bouger les lignes et de changer les paradigmes. Je vais repasser la parole à Isabelle dans un premier temps parce que ça m'intéresserait qu'elle nous parle de la manière dont ça a obligé le théâtre a changé de méthodologie de travail, a travaillé différemment, à apprendre presque même parfois, tu nous le disais Isabelle, un nouveau métier. Et ce que ça a pu changer aussi au sein de la maison de repos, avec des personnels qui n'avaient jamais travaillé sur ce type de projet. Oui, effectivement, c'est tout nouveau. Donc moi, je trouve que c'est un projet particulièrement engageant dans la mesure où on invente tous les jours la manière de le mener, puisque il y a effectivement un exemple, ceci dit, je tiens à le dire, c'est que donc Mohamed El Khatib avait déjà créé un centre d'art à Chambéry. Il avait créé ça aussi au moment des années Covid, et donc ce centre d'art, il existe, il s'appelle les Blés d'Or, donc ça, il est déjà ouvert au public, etc. Mais Chambéry n'est pas Bruxelles, et donc effectivement, ce projet, il est complètement unique en son genre. Nous sommes situés aussi, c'est intéressant, la maison de repos dans un quartier très populaire de Bruxelles, dans le quartier des Marolles, qui est un quartier où se trouve aussi le marché aux puces, les brocanteurs, les magasins de seconde main, etc. Et le public en fait de la maison de repos est aussi ce public-là, un public qui est marqué par la vie économiquement précaire, etc. Et donc on sent bien que dans ce projet de centre d'art, il vient effectivement aussi bousculer et redonner de la vie à des espaces dont effectivement on peut penser qu'elle s'était un peu retirée. En tous les cas, elle était cachée. Et moi, je pense que ce qui est important en ce qui concerne les publics, on en parlait quand on a préparé cette rencontre, c'est que pour moi, en fait, la notion des publics ici, elle est en deux temps. La première étape, c'est d'abord d'aller de donner vie, mettre en lumière les habitants de cette maison de repos dont je vous parlais tout à l'heure, qui sont effectivement, que ce soit du côté du personnel, des gens qui sont depuis très longtemps invisibilisés et qui ont en plus particulièrement souffert des dernières années que nous venons de traverser. Et puis le public des personnes âgées, où il faut aussi le dire sans se voiler la face, c'est aussi un public qu'on n'a pas envie de voir. Je veux dire, les maisons de repos, ça cache en fait une série de personnes qu'on n'a pas envie de voir. La vieillesse, ce n'est pas facile à regarder. Et du coup, nous, ce qu'on voulait, c'était justement, dans un premier temps, travailler avec ces publics invisibilisés, les mettre en lumière et montrer la vie en fait qui se cache dans un lieu qu'on ne veut pas voir. Ça, c'est la première étape. Mais la deuxième étape, elle est aussi très importante, c'est que ce lieu, il va être ouvert au public, comme je vous le disais. Et donc, l'objectif et l'enjeu principal de ce projet, c'est de changer le regard sur les maisons de repos. Tout ce que je viens de vous dire, en fait, il faudrait que ça disparaisse. Ça va prendre du temps, on le sait. Mais le but, à un moment donné, c'est de donner envie à tout le public, à n'importe qui, de franchir la porte de cette maison de repos parce qu'il y a dans cette maison de repos un centre d'art. Et ce centre d'art, il n'est pas dans une pièce dédiée. Il se déploie dans toute la maison de repos. Ça veut dire qu'on va passer par le réfectoire, les couloirs, les chambres, parce qu'il y a des chambres qui sont aujourd'hui de véritables œuvres d'art, avant même que les artistes n'y interviennent. Et donc, en fonction de la disponibilité du résident et de la résidente, les visiteurs et les visiteuses pourront aussi entrer dans les chambres et visiter et en fait aussi, c'est important, je tiens à le dire, c'est que c'est aussi une question de médiation, c'est que chaque œuvre dans cette maison de repos, derrière chaque œuvre, il y a une histoire. Il y a des histoires. Et si je disais tout à l'heure que les artistes travaillaient avec, autour, à côté des résidents et des résidentes, et c'est parce que, en fait, ce qui me semble intéressant, moi, c'est que leur œuvre, ce qui va être créé dans cette maison de repos, elle sera le fruit d'une série d'histoires partagées et que nous allons, nous, dans les visites guidées, tenter de partager avec le public. Et ça, donc, du coup, on voit, c'est pour ça que je pense que cette histoire des types de public, de rencontre avec les publics, elle est en deux temps, mais c'est hyper important. Et dernière chose que je voudrais pas oublier de dire, c'est que ce projet est pérenne. C'est-à-dire, j'ai dit qu'il était
Donc l'inauguration est prévue en mai 2025, mais en fait d'autres artistes sont prévus et d'autres résidences vont avoir lieu, et donc cette collection va grandir et donc vont se poser de nouvelles questions, la question de la conservation des œuvres, de la circulation des œuvres, etc. Mais c'est pour ça que c'est super, parce que c'est un projet qui va sans arrêt devoir s'inventer. Alors, dans le projet Hospitality Rooms, Tim, on a aussi un énorme potentiel. Tu me parlais tout à l'heure de ce que vous aviez récemment développé. Ce qui est aussi intéressant, c'est que de par ta propre initiative, donc aussi d'intervenir dans un lieu qui est plutôt fermé, auprès de personnels qui n'ont pas les outils habituellement pour accompagner les patients différemment. Vous avez ouvert les portes, mais vous avez aussi donc tout un réseau d'hôpitaux, et surtout tu as fédéré autour de toi d'autres artistes et d'autres acteurs pour quelque part faire encore grandir au-delà ce projet. Est-ce que tu pourrais nous dire de quelle manière est-ce que ce projet fait des petits finalement, et comment est-ce qu'il est encore amené à grandir au-delà? Yeah, so when we started Hospital Rooms, it really was something that it was a real problem to actually get into these spaces. So they're behind. If I don't know if you know much about inpatient mental health units, lots of people end up having to spend time in inpatient mental health units, but they have a double airlock door. You generally can't come and go as you please. You're under sections, so different kinds of sections. So sometimes you might be there for a few weeks, sometimes a few months, and in a lot of cases in places we work, it could be a few years. So they're very risk-averse spaces. I think there's a real inherited wisdom that they are the way they are for a reason, and this isn't challenged very much. So when we're in these spaces, they're often very white or beige, they're very clinical, they're very bland, and it's quite hard to say, actually, they can be full of colour. And also, we all have our own histories of art and aesthetics, and you know, we're such unique people. It's quite wrong to say we need to be in a cold, bland clinical space if we're unwell. So we've had to battle with a lot of that, and actually, what we've found is that, you know, research and data is important. So we're doing a lot of work with Norwich University Arts. We're now undertaking a project with the World Health Organization and New York University, which is going to be much more nuanced. So it's going to go way beyond the idea that blue is good for this kind of space, or orange makes you eat quicker. You know, what blue, what orange, what, you know, and also the fact that in a men's psychiatric intensive care unit in South London, there's going to be a different need than a mother and baby unit in the southwest of the country. And how do we think about that? And the idea that co-production is key to this as well. So how we work with people. I think the other thing that we've been learning is that, and we learned from our first project, when we did our first project, we started with meetings. So we'd join community meetings and we'd say, what would you like to see? And the thing that there is a lot of in mental health units is something called a recovery tree. It's a hand-painted tree with messages on it, and it's very nice, and everyone has one. But it's something that everyone said, well, we'll have a recovery tree because that's the kind of frame of reference of this kind of space. I think as we've done more projects, we've been able to expand that kind of frame of reference and what is possible. And when you see it, people become more ambitious, more daring, and start realizing that art could be quite a powerful tool, not just for making a better atmosphere for healing, but also for stimulating. And stimulation could be a really important thing for all of us. That mental stimulation is deep, it's not patronizing, it's humanizing, it's all those amazing things. And I think for us, that's where we want to kind of push more. You know, we want to kind of say we can go further with this. The more interesting, the better. And artists are the people who could often do that because they think in a different way. That's the idea. So when we bring artists in, it's about pushing things a bit. Natsuko, c'est intéressant aussi dans ta démarche parce que ce que tu expliquais bien tout à l'heure, c'est que tu n'organisais pas seulement des ateliers de pratique artistique, mais aussi des ateliers autour de la conservation qui te
qui permettait en fait de créer un lien avec les publics associatifs qui peut-être pouvaient les amener à autre chose. Est-ce que tu pourrais nous parler de ça, est-ce que finalement on a besoin d'art pour donner accès à l'art, ou est-ce qu'on peut donner accès à l'art différemment? C'est une question difficile en fait, mais je crois que parce que en fait elle pose la question de, c'est une question fondamentale en fait de ce qui fait œuvre et comment et en fait l'art c'est tellement génial et je pense qu'on a beaucoup travaillé en fait sur ce dernier siècle quoi, de à la fois de désacraliser, d'élargir, mais et aussi d'élargir en fait où commence l'œuvre et où elle se termine. Et, et, et de pas le garder sur un objet sacré, mais que en fait et c'est pour ça que je parlais de pratiques relationnelles et en fait là sur 20 ans 25 ans c'est assez étendu quoi et cette possibilité là que offre l'art et les structures culturelles et c'est là où c'est le travail en fait que vous faites avec Art Explora qui est beaucoup plus ambitieuse quoi que le soutien de praticiens d'artistes dans leurs ateliers et donc tout ça est beaucoup plus fluide je dirais et de ce qui rentre dans l'atelier et de ce que nous on peut apporter suite à ce travail qu'on fait en fait de recul quoi par rapport à un mécanisme qui roule plus vite. Je sais pas si ça répond à ta question, mais en tout cas ce qui est certain c'est que dans le cadre des projets qui ont été montrés, que j'ai pu développer avec Art Explora et Thanks for Nothing ou Hangar Y, c'est effectivement, en fait, moi, je vais amener comme une thématique ou une couleur sur un temps donné, mais qui s'appuie, en fait, sur un travail de terrain qui est développé vraiment en continu par des associations sociales qui, en fait, l'art est une thématique avec l'art est un moyen pour adresser en fait les enjeux de société à la fois d'écologie environnementale et sociale. Donc là dans le cadre de cette photo là qu'on voit c'est avec l'association La Source et Tôte et donc ça c'était génial aussi, c'était de mixer les publics, donc il y avait des enfants et des personnes réfugiées et adultes. Donc il y avait des enfants et le groupe d'enfants, je crois que c'était un groupe spécial écologie quoi. Ils avaient en fait monté un jardin dans leur école et donc je sais pas, ils devaient avoir entre 8 et 12 ans, mais ils étaient très au courant de comment planter, de quand planter quoi. Donc ça c'était super. Et en fait de casser aussi les assignations et les frontières en fait de mélanger les publics tout simplement en fait et du coup je pense que moi j'arrive comme enfin c'est une forme de médiation, d'animation et d'impulsion en fait que je peux amener et donc ça enfin moi je suis ravi de le faire ouais. C'est une question pour vous trois et je vous laisse saisir le micro si vous voulez y répondre. Qu'est-ce que vous avez pu constater dans ce que vous avez mis en place, pardon. Qu'est-ce qui a changé pour les publics avec lesquels vous avez été en contact par le biais de ces actions? Quel impact ça a sur le rapport à l'art, l'accessibilité des œuvres auxquelles vous leur avez parfois permis de contribuer. Qu'est-ce que vous constatez, vous, dans votre travail quotidien en contact avec les publics? Enfin, quel est l'impact, en fait, sur ces publics? Oui, évidemment, nous, ce qu'on voit pour le moment à ce stade d'avancement du projet, c'est effectivement, mais comme chaque fois en fait qu'on amène comme ça un projet artistique dans un groupe qui est a priori plutôt éloigné
de l'art, c'est tout à coup on voit des personnalités qui se révèlent. Et donc effectivement dans cette maison de repos, il y a ce qui est très amusant, c'est que lors de la première résidence, il y avait 3 artistes, donc Mohamed El Khatib, Johan Lamouler qui est photographe et Bonfried qui est un peintre public. Et donc effectivement ils étaient en interaction avec les habitants de la maison de repos. Et une première chose qui est sortie, c'est un des résidents, Mimoun, qui a dit on n'a rien contre l'art. Alors on n'a rien pour non plus. Mais on n'a rien contre l'art. Et donc ça, c'est une des phrases effectivement qui est reprise et qui est un peu l'emblème de notre projet. On a une autre résidente, Bernadette, qui a dit, parmi les phrases emblématiques, on est là pour s'emmerder. Voilà, ça raconte beaucoup de choses. Et donc aujourd'hui, ce qu'il y a, c'est que cette Bernadette, elle est impliquée dans chaque projet. À chaque fois qu'il y a un artiste qui arrive, elle est là, elle les accompagne. On a un autre, Denis, voilà, qui est aussi un personnage emblématique. Vous avez vu le monsieur barbu avec un regard plongeant que lui avait dessiné Bonfried. Lui, chaque fois qu'un artiste arrive dans la maison de repos, il l'emmène et il le prend sous son aile et il l'emmène dans le quartier. Il lui fait visiter tous les lieux de recyclage, les brocanteurs qu'il connaît. Il les emmène partout et du coup on a comme ça toute une série de personnes donc nous les personnes avec lesquelles on travaille dans la maison de repos nous disent mais c'est des gens qu'on voit pas souvent parce qu'ils sont pas là la journée, etc. Et là tout à coup ils s'impliquent dans un projet qui manifestement fait sens pour certains. Ce qui est très bien, c'est qu'on en a pour 2 ans, que les disciplines sont très très différentes et que donc on espère comme ça effectivement toucher le plus grand nombre de personnes possible, en sachant aussi que certaines personnes ne seront pas intéressées par cela et ce n'est absolument pas grave. Yeah, I think that was beautifully put. And with hospital rooms, in these inpatient mental health units, in some of the wards, when you first brought in, you might not even be allowed your own clothes. You might have none of your own personal belongings. And what that does is it can strip you of who you are. And the staff who work in these wards are generally pretty amazing, and these places are often understaffed, and actually it's about keeping people safe and making sure people are fed, and there are often occupational therapists and art therapists who do amazing work, but it's not enough. And what we've found is that sometimes we'll go in and we'll do an art workshop, and one place in particular where we sat down, and in this room of 10 people, 4 people have been in art school, and in another ward we do a workshop where no one's ever been to a gallery or a museum. And I think some of these things you learn things about people by talking while doing, and I think that's something that we found really useful. It's about not making art by committee. The co-production happens sort of around that. You have these complex conversations while you're exploring other things. But I think for us, there's different levels of benefits for the people who benefit from these projects, and there's thousands of people who benefit from the Digital Art School. They have a sort of good time, or they learn some new techniques, and then there's hundreds of people who take part in these co-production processes, and there's increased feelings of self-worth, there's being part of a problem-solving exercise, and then there's a smaller amount of people for who it's life-changing. They end up doing things they wouldn't do because of the project, and people who've even joined our team as employees and things like that. So I think there's different levels, but there's kind of no limit to how powerful these projects can be. Vous en faites part, quelles sont les difficultés principales qu'on rencontre quand on veut monter ce type de projet et comment on les dépasse. On est tous convaincus de l'intérêt de mettre et de combiner les énergies, parfois de différents secteurs, par exemple le personnel hospitalier ou le personnel médical qui travaille dans une maison de repos pour amener vers autre chose. Quels sont les principaux freins et donc les défis à relever pour dépasser ces difficultés? Et puis plus loin, on pourra, comme on est là pour trouver ensemble des solutions, qu'est-ce qu'on peut mettre en place ou imaginer pour dépasser ces premiers freins et pour aller ailleurs ensemble. I mean, I could speak again. For us, the reason why it took a year and a half to be able to do our first project, when we said all we want to do is come and do a really great project with your hospital, we'll raise all the money, we'll bring everything with us, you just need to let us through the door, was because people are risk averse. And I think it's completely understandable, and that's kind of drilled into people that risk is a bad thing. And
the other thing that we had was there's no data supporting that, and it's very difficult with the arts to have the kind of data that is recognised within, say, the healthcare system, and that's something that actually we're really interested in doing, and why working with something like the World Health Organization is so important, because it's a way of saying, actually, this isn't a waste of money, or doing things in this kind of very co-produced, personal way and bringing in quality art, whatever quality means, is something that is beneficial and valuable. But just from our personal experience in the early days, what we found actually isn't the data; it's press. So press is a really good way. If someone gives a good news story, actually it was the thing that kind of people, that they'd either, because they'd see it and they'd learn about it, but also they'd go, oh, actually that good news story is something that we could really do within a hospital. So that kind of paved the way for us in those early days. But I do actually think now doing is a really important thing, because there's not enough people actually doing this stuff around the world. But also now starting to get some proper data is the way that we can kind of open it up for other organizations to follow in the footsteps of people like us. Nous, en matière de difficultés, le démarrage du projet, il a plutôt suscité beaucoup d'emballement de la part des différents partenaires. Maintenant qu'on est lancé, moi je pense qu'une des difficultés principales, c'est qu'on mélange ici le secteur du soin et le secteur de la culture. Et travailler en fait ensemble, institutions de soins et institutions culturelles, ce n'est pas si simple que ça, parce qu'effectivement, simplement la structuration de ces institutions sont très différentes, et donc nous on est confrontés à beaucoup de freins institutionnels, mais qui sont presque beaucoup de questions de procédure en fait, qui sont un peu compliquées. Et je pense que, par contre, je vais tout de suite répondre à la manière de passer au-dessus de ça, parce qu'on s'est vraiment posé la question en se disant mais comment on va faire? On va pas tout le temps être dépité parce que tout à coup on a encore une difficulté à surmonter là, un blocage là. Il faut vraiment qu'on avance, et en fait on s'est juste dit que finalement, et c'est intéressant parce que c'est la question des publics, en fait on avait un objectif commun et qu'on ne devait pas l'oublier, et que notre objectif commun, c'était ce que je disais tout à l'heure, c'était de mettre en lumière les habitants de cette maison de repos, et donc derrière eux, tous les habitants des maisons de repos. C'est une question effectivement de mise en lumière du personnel soignant et des personnes âgées, et qu'ils avaient cette volonté-là, et nous avions cette volonté-là. À partir du moment où on avait une volonté commune, et là derrière changer le regard du public sur ces institutions, eh bien ça allait pouvoir lever pas mal de freins, et je crois qu'il faut qu'on s'en souvienne. Qu'est-ce que vous penseriez? Oui, Natsuko, tu veux aussi rebondir? Non, mais je veux bien même un peu poser une question. Je peux répondre un peu quand même, comme ça je participe. Mais nous, par exemple, comme contrainte, avec la mallette, l'exposition en mallette, on les a intégrés c'était par exemple que ce soit portatif, que ce soit, c'était surtout ça la contrainte, mais donc on s'est adapté à l'existant. Mais là je rebondis avec une question, ou en tout cas une observation, c'est que en fait vos projets, j'ai l'impression que et c'est là où je pense que ça fait œuvre, c'est que à travers ce que vous mettez en place, en fait, vous transformez le système et la structure existante. C'est-à-dire que par le projet du centre d'art dans la maison de retraite, en fait, l'activité ou le temps, l'activité même des personnes, des habitants et des personnes qui y travaillent, en fait, est transformée par le projet, et quelque part, ça va transformer le lieu, et tout en soulignant, en fait, ce qui était peut-être pas, ce qui méritait d'être transformé, quoi. Et ma question, c'est ça, c'est est-ce que à quel point est-ce que les projets que vous mettez en place, Tim, sont pérennes? Est-ce que c'est des œuvres d'art qui sont posées, ou est-ce que ça vient affecter en fait la structure même hospitalière? Et oui, déjà c'est ça ma question. Mais j'en avais une autre, mais ça, je vais réussir à répondre bien. No, it's a very good question, and firstly, the
the type of ward that we make artwork for really has an influence on how long an artwork will last. So we make them as robust as possible. One of the challenges we have as well is that we can't have a framed picture on the wall. We can't have canvas. You know, anything that could become a ligature point, so something you could hang a belt round, anything that could be broken and used for self-harm, we can't have. So we have to be very creative in the ways that we make transformational, interesting artwork that's also robust and clinical and scrubbable and all those things as well. But you know, our first project was 8 years ago. The works look beautiful still, but we do know that some really intense wards, they might last 5 years, and that's fine. I also think, you know, one of the things that was said about a project we did in a medium secure unit, so a space where people are also under Ministry of Justice, so they might have been in prison before, is that the project as a whole has changed the culture on a ward. So it's also about the way people interact with each other, about like how you trust people. And one thing that happened is generally in those wards, you often people can't have metal cutlery to eat their food with or things like that. But that becomes a blanket rule. And I think one of the really amazing thing was one of the patients there was watching the way that we did this special masking technique to get really, it's called back painting, and it's really perfect masking and it looks really satisfying. And he asked the ward manager if he could do that. And masking tape is contraband, so it's not allowed in these kind of wards. And they risk assessed this and they let him do that and lead patients to make their own huge mural for this whole ward. And that's something that hasn't happened before, and it feels like a small thing, but actually it changes the way that people look at things. And the one other thing that I thought was really interesting is we've done we often work in really quite run down wards, but we're now starting to work in new builds as well. So these new builds are built, they're often like really impressive buildings, but they're still very cold. And actually I brought a few very, very wet from the rain books, if anyone wants to take one at the end. But one thing the architects were talking about, and this amazing architect was talking about, in a lot of these kind of spaces, we design out, we don't design around. So we say the mental health system is based on the most unwell person. So it means no one has this, no one has colour, no one has anything. And that's how it is for everyone. But actually every space is different. And even within one ward with the same community, you can take more risks in certain spaces and make things more vibrant or have things that could be taken off the walls or moved. So I think, you know, sometimes just showing that's possible and that it can still be safe and trusting other human beings can be a really good thing. Isabelle, peut-être, et puis ensuite Natsuko a une autre question. C'est ma co-modératrice aujourd'hui. Ouais, je voulais juste rebondir sur la question de la sécurité et vous raconter une petite anecdote par rapport à la maison de repos dans laquelle on travaille. Quand ils ont créé la maison de repos à Chambéry, Mohamed El Khatib a créé une œuvre et c'est donc une vitrine dans laquelle sont exposés les objets trouvés dans la maison à Chambéry. Et nous, on s'est vite rendu compte à Sainte-Gertrude qu'en fait, il y aurait pas la possibilité de faire ce genre d'œuvre parce qu'à Sainte-Gertrude tout disparaît. Et ça veut dire qu'à un moment donné, il y a un objet qui traîne, il va disparaître et il est revendu au marché aux puces qui est pâté de maison plus loin. Donc il y a une espèce, moi j'ai pensé qu'il fallait faire une économie circulaire avec le marché parce qu'effectivement une des craintes qu'on voit, c'est une réalité et les œuvres d'art pourraient très bien se retrouver très rapidement sur le marché aux puces. Et donc c'est quelque chose qu'on a dû prendre en considération, qu'on a dû intégrer et en fait c'est complètement maintenant intégré dans le projet. Donc on s'est dit que si une œuvre disparaissait à un moment ou à un autre, la première chose ce serait de mettre un petit cartel en disant ici il y avait une œuvre de nanana et de la décrire. Et ça fait aussi partie du projet et je pense que voilà, ça pose ces questions, donc la question de l'accrochage, etc. Nous on sent bien qu'on va pas tout résoudre par la technique, mais qu'on va plutôt intégrer ça complètement dans notre projet. Et alors, Natsuko a une question et je propose que tu la poses à Isabelle et Tim, mais aussi au public, parce que vous avez, vous aussi, peut-être envie de rebondir. Pardon, hein, mais je trouve ça passionnant, mais j'aimerais bien, en fait, par rapport à ma position d'artiste, quoi, j'ai l'impression que parfois on arrive sur un contexte où
après coup. Si vous dites, bon, l'hôpital, il est un peu froid, et après, on vient l'habiller, quoi, ou on vient l'habiter, et on essaye de le transformer, mais sur une structure qui est soit vêtue, soit dysfonctionnelle. Et en fait, sur ce type de projet, si on arrive à transformer, est-ce qu'on peut arriver à transformer les professions, c'est-à-dire, comme vous disiez, le nouveau bâtiment, les architectes, ils ont quand même un peu intégré des trucs, mais je pense que peut-être que l'architecture, ils étaient plus impliqués en fait sur les questions d'usage avant, même les designers, et tout aussi en fait, toutes les personnes qui travaillent dans ces lieux. Est-ce que à travers ces projets, comment on peut transformer des personnes, enfin, dans ce cadre-là, mais aussi transformer les professions, et que l'architecture s'intéresse aux usagers, et que voilà. Donc ça, c'était ma question. Moi, je réponds rapidement. Il y a un projet de rénovation de la maison de repos, et ce qui est intéressant, c'est que nous, on a embarqué, en fait, et ça a été très simple, en fait, les architectes, que ce soit les architectes d'intérieur, on se sont tout de suite mis au service du projet Centre d'Art. Donc, tout le travail de rénovation aujourd'hui se fait en parallèle avec la personne qui est. Donc, nous, on a une artiste scénographe qui travaille en fait maintenant tout le temps dans la maison de repos sur toute la durée du projet, et qui donc travaille avec eux à améliorer. Alors nous, on a parlé d'embellissement des lieux. On ne sait pas trop bien comment dire, mais effectivement, on sent bien que transformer une maison de repos en centre d'art, ça passe aussi par améliorer les lieux de vie. Et c'est-à-dire qu'on est au-delà, effectivement, de l'œuvre. C'est parfois simplement se dire, tiens, un papier peint sur ce mur-là, ce serait peut-être mieux qu'effectivement un verre moche. Donc, comment est-ce qu'on peut faire pour travailler ensemble? Et finalement, en tous les cas, les professions dont tu parles, c'est-à-dire architectes d'intérieur, nous sont complètement embarqués dans ce projet. Donc oui, ça change. On travaille beaucoup avec les ergothérapeutes, avec tout le personnel de la maison de repos pour tenter effectivement d'aller ensemble, et aussi évidemment en tenant compte bien entendu aussi de la vie des résidents et des résidentes, du personnel. Enfin, tout ça est vraiment, on essaye d'en faire. Il y a aussi, c'est intéressant, dans notre maison de repos, il y a un projet Montessori. Alors pour ceux qui connaissent, donc tout le personnel en fait travaille à la mise en place effectivement de la méthode Montessori dans leur manière de travailler, et donc forcément le centre d'art s'inscrit aussi parfaitement bien dans cette démarche. Donc oui, ça fait partie de la réflexion. De la transformation. Tim? Yeah, and it's very interesting, and I guess also not all architects are created equal, and not all of them want to collaborate, and some do. And actually, the architects we worked with on this project were amazing to work with, and actually another one weren't so good to work with. And I guess also for the artists, it's a difficult challenge to work on these kind of projects, and it's not for everyone. Someone was telling me about like these different types of pleasure, and you have like pleasure A, which is eating a biscuit, and it's very easy, and falling in love is pleasure C, and then something like pleasure G, and then you go all the way down the list, and it's probably working with us, where there's kind of it's good, it's joyous because it's so difficult, and sometimes collaborating is very difficult, and it's not for everyone. Est-ce que vous avez des questions dans le public que vous souhaiteriez poser à nos intervenants? On peut faire passer un micro. Non, pas de questions. Voilà, il y a un micro qui est là pour vous. Oui, bonjour, Karine Bansard. En fait, toutes vos expressions me font penser aussi à tout ce qui se développe actuellement dans les musées autour de l'art-thérapie, notamment le yoga, l'hypnose. J'étais au salon Museum Connection en janvier, et justement, ce qui m'a interpellée, c'est que ça fait beaucoup plus. J'ai l'impression que ça se fait de façon plus libérée. J'ai presque envie de dire en Suisse ou dans d'autres pays qu'en France, et je trouve que votre exemple sur le théâtre est vraiment exceptionnel, également vous, pour ces hôpitaux. Et donc, je me demandais si justement, il y avait aussi d'autres envies de développement
de pistes de réflexion, de d'autres types d'art-thérapie. Bon, je pense à l'hypnose comme ça, mais d'autres choses à développer. Mais nous, en fait, dans la maison de repos, il y a, indépendamment du projet de centre d'art, il faut que je dise aussi qu'il y a déjà beaucoup d'activités qui sont organisées dans la maison de repos. Il y a un chœur de l'Opéra de la Monnaie qui travaille régulièrement avec les résidents, et il y a une art-thérapeute à demeure dans la maison de repos. Donc ça aussi, la question que oui, bien sûr, donc il y a effectivement une ouverture à toutes ces questions-là. La question qu'on se pose, nous, c'est comment, à un moment donné, continuer à faire œuvre ensemble, c'est-à-dire dans un lieu où interviennent déjà régulièrement des artistes, mais dans le cadre d'ateliers. Donc le mardi après-midi, c'était l'atelier, le jeudi matin, c'était l'autre atelier, ce qui évidemment n'a rien à voir avec la résidence d'un artiste dans le cadre du projet de centre d'art. Comment en fait ce centre d'art, à un moment donné, peut quand même faire une place à tout ce travail qui est mené régulièrement et depuis très longtemps dans cette maison de repos, et donc à ces artistes qui viennent aussi s'engager dans ce projet et qui n'y sont pas entrés, j'ai envie de dire, par la porte centre d'art, mais qui y sont entrés par d'autres voies, mais qui sont quand même bien présents et qui quand même contribuent à la transformation de cette maison de repos. Donc ça, ce sont des questions qu'on se pose, et l'art thérapeute, le travail qu'elle fait, il fait partie effectivement de ces questions-là. On a déjà un début de solution, mais voilà, on voudrait effectivement intégrer ça. Merci beaucoup. Malheureusement, on est déjà arrivé à la fin de notre temps de discussion. Donc, n'hésitez pas en tout cas à reprendre contact avec Natsuko, Isabelle, Tim ou Art Explora si vous voulez prolonger la discussion. Moi, ce que je retiendrai de cette discussion, c'est alors d'une part, encore merci à vous d'avoir été là, et je pense que vous avez largement démontré de votre engagement et aussi de votre capacité à réfléchir et à transformer. Et terminer en disant que c'est quelque chose dont on est convaincu, mais qu'on est tous porteurs de culture et qu'on peut donc tous contribuer d'une manière ou d'une autre à une transformation et à un accès beaucoup plus large à l'art. Merci à tous.